Coup d'envoi demain de la 42e édition du Paléo Festival, une édition marquée par une belle, très belle prise, les Red Hot Chili Peppers programmés sur la grande scène dès le premier soir, un peu avant minuit. C'est la preuve qu'un festival comme Paléo peut encore s'offrir de très grandes têtes d'affiche sans pour autant perdre son indépendance. Mais pour combien de temps encore? Les festivals, on le sait, doivent assumer des frais toujours plus importants, que ce soit pour accueillir les artistes ou assurer la sécurité du public. Et pour survivre, certains de ces festivals acceptent de se laisser racheter par d'immenses sociétés cotées en bourse qui ont pour nom Live Nation ou AEG. Pour évoquer cette actualité et les mutations qui affectent le business du live, nous avons avec nous le président et fondateur du Paléo. Bonjour Daniel Rossella. Bien le bonjour. Paléo qui décroche les Red Hot Chili Peppers, c'était vraiment la divine surprise pour les habitués du festival. Ça l'était aussi pour vous, Daniel Rossella? Ben oui, parce que c'était un groupe qui nous paraissait quasiment inaccessible. D'autant plus que dans la dernière tournée, il y avait une technique incroyable, il y avait un système de lumière jamais vu, très innovant, impossible à mettre en place sur un festival. Et puis, il se trouve qu'ils ont accepté de faire une tournée de festival. Ça veut dire que sur le plan technique, ils ont beaucoup moins de matériel, puisqu'ils arrivent avec notre sonorisation, nos éclairages et notre matériel, en gros. Donc, ils amènent simplement un complément. Donc il fallait, indépendamment du cachet, d'abord que techniquement ça soit possible. Et tout d'un coup, il y avait une opportunité. Pour nous, c'était vraiment une très très bonne surprise. Mais cette infrastructure technique revue un peu à la baisse, redimensionnée, ça signifie aussi cachet revu à la baisse? Forcément que c'est moins cher que s'ils font un stade. Quand il y a une production de stade, ils sont avec 40, 50, 60 camions. Tout leur matériel, évidemment que ça coûte plus cher. Et techniquement, c'est un coût très, très élevé. Donc, c'est sûr que ça reste un artiste, un groupe qui a un cachet particulièrement élevé. Mais dans le cas précis, avec une tournée de festival, il devenait accessible pour nous. Bon, on imagine qu'ils ne vous sont pas non plus tombés tout cuits dans le bec. On discutait il n'y a pas très longtemps avec Mathieu Jaton, patron du Montreux Jazz, qui disait qu'il fallait des talents de diplomate pour arriver à décrocher tel ou tel groupe, surtout quand on parle vraiment d'immenses groupes. Est-ce que c'est vrai ? Oui, il y a une question de crédibilité aussi. Montreux a une excellente image, c'est une marque très, très forte, très bonne réputation dans le métier. Avec une caractéristique assez particulière avec cette salle de Stravinsky notamment. Pour Paléo, on a aussi une excellente image, on a une très très bonne réputation. On a la chance d'avoir beaucoup d'artistes qui sont déjà venus chez nous et ces artistes se parlent entre eux ou leurs managers parlent avec les autres managers. Donc ça aide. Quand on appelle, je veux dire, le programmateur de chez nous, quand il appelle en disant que c'est Paléo, on lui répond. Ce qui n'est pas forcément le cas partout. Donc, pour nous, je dirais, c'est la 42e édition. Donc, on a vraiment, je dirais, un carnet d'adresses qui est excellent et, encore une fois, une très bonne réputation. Vous disiez tout à l'heure que le cachet était abordable, en tout cas moins inabordable qu'il y a quelques années. On dit quand même que c'est l'un des cachets les plus élevés de l'histoire du festival, vous confirmez ? Oui, c'est juste, ça fait partie des artistes que j'appellerais XL, comme Muse ou Robbie Williams, qui sont des artistes qui sont capables de remplir des stades. Par conséquent, c'est clair que leur cachet va forcément être à la hauteur de leur notoriété et surtout de l'attractivité qu'ils peuvent avoir auprès du public. Les cachets, on entend souvent dire que c'est un facteur de coût important, peut-être de plus en plus important pour les festivals. Les infrastructures techniques aussi, enfin les besoins des groupes, des artistes en termes d'infrastructures techniques. Mais il y a aussi un troisième aspect qui est important et dont on peut parler maintenant, c'est la sécurité. Là, vous confirmez que c'est aussi un investissement de plus en plus conséquent au fil des années ? Bon, la sécurité est un élément essentiel pour que la fête se déroule bien. C'est pas un problème, c'est quelque chose qui doit être pris en compte par l'ensemble de l'organisation. C'est pas quelque chose de périphérique qu'il suffit de payer. Il s'agit d'avoir une vraie politique en termes d'accueil et de sécurité. C'est toute une chaîne. C'est pas seulement des gens en uniforme à certains endroits. Il s'agit d'une chaîne complète pour faire en sorte que les gens à l'intérieur se sentent vraiment bien, pour limiter l'agressivité aussi, qui peut exister quand
il y a de multiples contrariétés sur le chemin qui va à un concert, ben, il y a un certain nombre d'ondes négatives qui s'ajoutent. Si tout se passe bien et que partout on dit poliment bonjour et merci, si les gens ont l'impression d'arriver libres pour assister à des concerts, on est certain que ça va mieux aller. Donc oui, pour nous, la sécurité est un élément très important. On a un dispositif assez important, même très important. On a pour dire plus de 1500 collaborateurs qui sont dans le secteur accueil et sécurité, dont plus de 1000 dévolus ce qu'on appelle vraiment la sécurité, et on a 430 autres personnes qui sont des gendarmes, des policiers du canton, de la commune, des agents Securitas, des gardes frontières, des pompiers, des protections civiles, même le pouvoir judiciaire, qui sont présents pendant le festival. Donc, au total, c'est près de 2000 personnes pour une ville éphémère de 50 000 habitants. Si vous comparez avec les effectifs d'une police d'une autre ville romande, vous avez tout de suite compris qu'on a un dispositif qui est bien plus important que n'importe quelle autre ville de taille comparable. Vous avez vu que des troubles sont survenus à Montreux ce week-end, en marge du festival, lors de la dernière soirée. Alors la municipalité ne veut pas parler d'émeutes, mais enfin quand même, il y avait un gros dispositif policier. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous diriez que ça ne peut pas arriver chez vous, dans la mesure où Paléo se déroule dans un site fermé? Bon, d'abord, on ne peut jamais dire en termes de sécurité qu'on a des risques nuls, hein. Il y a toutes sortes de risques. Pour nous, le plus grand risque, c'est clairement la météo, les orages. Notre festival est un festival en plein air avec des constructions provisoires, de la foule. Donc, on a certains facteurs de risque qui sont probablement plus importants que ceux-là. Ceci dit, on a quand même sur le terrain beaucoup de gens, soit qui sont dans la prévention, c'est-à-dire pour diminuer les risques potentiels, y compris d'échauffourées ou de bagarres, parce qu'évidemment, il y en a toujours certains qui ont tendance à mal supporter l'alcool ou la fatigue. Ça peut arriver. En général, à Paléo, il n'y a jamais de bagarre. On peut dire que c'est vraiment rarissime. C'est arrivé en marge du festival aussi. Mais c'est vraiment très très rare. Chaque cas c'est un cas de trop, mais en tout cas on espère qu'on n'aura pas ce type de situation la semaine qui vient. Il y a une autre problématique dont on a eu l'occasion de parler ces derniers temps, c'est celle des violences sexuelles, des abus sexuels, avec le cas assez médiatisé de ce festival en Suède, comparable en termes de taille à Paléo, qui a décidé d'annuler son édition 2018 à cause de cas de violences sexuelles survenus au cours des dernières éditions. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous avez connaissance aussi à Paléo, ou est-ce que c'est simplement quelque chose dont vous avez eu l'occasion de discuter entre vous? Bon, c'est un cas très, très difficile, et puis c'est encore très problématique d'en parler. Pourquoi? On a eu 2 situations à Paléo où les médias, on sait qu'à certains, ont titré « viol » au festival. Dans les 2 cas, et je ne fais pas du tout preuve de cynisme, dans les 2 cas, ça n'a pas été prouvé et il y a eu un non-lieu. Donc voilà, c'est une situation extrêmement difficile. On ne sait pas comment en parler, parce que si on prend de la distance, on est considéré comme insensible à quelque chose qui est très grave. Et puis, si on prend des mesures disproportionnées, on va nous dire « mais qu'est-ce que vous faites ?» Donc, c'est hélas quelque chose qui peut arriver, comme à la gare de Lausanne, de Genève, de Chaux-de-Fonds ou d'ailleurs, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui sont les possibles. gens sont théoriquement moins alcoolisés en gare de Chaux-de-Fonds qu'à Paléo. Oh ben ça dépend. Moi, j'ai fait la fête à Chaux-de-Fonds. Je peux vous dire que tout le monde était de bonne humeur, hein. Non, c'est quelque chose c'est comme dans un carnaval. Il y a effectivement un peu plus de risques dans des périodes où on a des gens qui ont consommé peut-être beaucoup d'alcool. Mais en tout cas, on n'a pas connaissance au festival de situations de ce type-là. Bon, aussi parce que les cas ne sont pas forcément répertoriés. Les gens ne portent pas forcément plainte. Et c'est peut-être dès le moment aussi où la problématique arrive sur la place publique, elle devient un objet de débat. Et c'est le cas peut-être cet été, que là, il va peut-être aussi y avoir des plaintes. Peut-être les langues vont-elles se délier. Bon, en tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite. Enfin, en tout cas, on n'est pas très inquiet par rapport à une situation de ce type, par rapport à tout ce qu'on a pu observer au cours des dernières années. Encore une fois, il n'y a pas de risque nul. On ne peut pas dire que ça n'arrivera pas.
On n'a pas des barrières qui font qu'on est à l'abri de ce qui se passe dans le reste du monde. Mais de manière générale, je peux dire que ce qui se passe à Paléo, le monde est quand même plus cool, plus sympa, plus tranquille, même s'il y a beaucoup d'ambiance à certains concerts que dans le reste du monde. Daniel Rossella, on évoquait en introduction les mutations qui sont à l'œuvre dans l'univers des festivals et du live en général. On parlait notamment de la montée en puissance de certains grands groupes américains que vous connaissez fatalement. Live Nation, AEG, ce sont d'immenses sociétés américaines cotées en bourse qui possèdent leur festival, leur salle de concert et même leur écurie d'artistes. U2, Madonna, Coldplay leur appartiennent. Et puis on a appris, tiens, il y a environ une semaine, que Live Nation venait de racheter en partie l'Open Air de Frauenfeld, qui est l'un des concurrents de Paléo. Est-ce que c'est le signe qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui ? Bon, on dit que dans le show business, il y a le show puis il y a le business. Dans le cas précis, effectivement, il y a une modification très forte qui est intervenue au début des années 2000 avec la perte de poids des maisons de disques, parce qu'avant, c'est les maisons de disques qui généraient beaucoup d'argent de la musique. Et puis, c'est Clear Channel, qui était une société d'affichage, qui a racheté SFX, qui était le plus grand producteur de spectacles aux États-Unis. Aujourd'hui, Live Nation, c'est 7,5 milliards de chiffre d'affaires, c'est 3300 artistes, 6600 collaborateurs, 75 festivals, 255 salles de spectacles. Ils organisent 25 000 concerts par année. Donc voilà, c'est un poids lourd, effectivement. On a des situations qui sont connues dans d'autres pays où Live Nation a une position dominante et ça devient difficile pour les festivals indépendants, c'est clair. Le marché suisse a toujours été considéré comme à la fois compliqué et petit, ce qui fait on était relativement à l'abri jusqu'à maintenant. L'arrivée de Live Nation, évidemment, peut nous préoccuper. C'est vrai qu'il y a un sujet d'inquiétude un peu, mais en même temps, c'est une opportunité pour nous d'être, comme festival indépendant, meilleur que l'uniformisation anticipée des festivals. Parce que Live Nation est coté en bourse, ils ont des actionnaires à qui ils doivent verser des dividendes, alors que Montreux est une fondation, Paléo est une association. Nous, on n'a pas d'actionnaires, on n'a pas de dividendes à verser, on réinvestit l'éventuel bénéfice quand il y en a, et pour Paléo, il y en a régulièrement, dans le contenu. C'est ce qui nous permet notamment de nous offrir les Red Hot Chili Peppers. Donc, je pense qu'on a vraiment une carte à jouer. Je note au passage que c'est un peu les Starbucks. Alors, c'est vrai qu'il y a tout d'un coup plein de Starbucks dans toutes les grandes villes du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'un café bien tenu, avec un accueil souriant, des bons produits, n'ont pas leur place. Mais les cafés bien tenus sont sous pression, malgré tout. Est-ce que vous sentez quand même que la pression monte ? Est-ce que vous avez peut-être reçu des offres, des appels du pied de la part de ces grands groupes ? Non, d'abord, on n'a pas été approché. Paléo n'est pas à vendre. Je pense que ça doit se savoir. Ensuite, oui, ça met de la pression, mais c'est plutôt stimulant. Ça veut dire qu'on doit être meilleur. Si on n'est pas un hôtel qui est dans une chaîne de Sofitel, Hilton, Holiday Inn ou autre, et qu'on est indépendant, ça veut dire qu'on doit être meilleur. On doit avoir une qualité d'accueil qui est excellente, on doit avoir un cadre, on doit s'occuper des gens comme il faut. Paléo, on a la chance d'avoir un cadre qui est magnifique. On a, je pense, une qualité d'accueil qui est reconnue par le public dans tous nos sondages. On a une excellente réputation et je pense qu'on offre bien plus qu'une suite de concerts. Et ce que font pas mal de festivals où le but premier, c'est de générer du profit, c'est évidemment de faire en sorte que les prix des places soient beaucoup plus chers que chez nous. On privilégie ce qui se passe sur scène et absolument pas ce qui se passe à côté. Donc les prix des boissons sont plus chers, le prix de la nourriture est moins varié mais plus cher, les prix des billets sont plus élevés. Je pense qu'on a une vraie carte à jouer avec notre politique. Alors justement, parlons un petit peu de l'identité de Paléo. Vous dites on offre bien plus que des places de concert. C'est un festival qui évolue, la clientèle vieillit un petit peu, fatalement, après 42 ans. Et l'offre, elle aussi, évolue. On voit maintenant que le festival offre, ça va être la première fois cet été, des tentes en dur, avec de vrais matelas. Est-ce que c'est le signe que Paléo est en train de s'embourgeoiser ? C'est vrai qu'on a un public jeune et fidèle, mais comme il est fidèle, il devient un peu moins jeune, ça c'est vrai. On a une chance, c'est qu'on a un festival multigénérationnel.
Il y a beaucoup d'autres manifestations du même type que la nôtre qui attirent essentiellement un public de 16-24 ans, éventuellement de 24-30. Nous, on a la chance d'avoir des gens fidèles qui viennent encore. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement une scène, des bières et deux, trois trucs à manger sans aucune place assise, comme on voit dans d'autres manifestations. Là, on a une sorte de confort sur le terrain qui existe depuis longtemps. Puis, par rapport au camping, on a deux éléments. C'est vrai que on peut dire c'est le coin bobo du camping gratuit. Il faut savoir qu'on a une très faible capacité hôtelière à Nyon. On a 10 fois moins de chambres d'hôtel qu'à Montreux et il y a 15 fois moins de nuitées qu'à Montreux, juste pour comparer. Hein. Donc on a une capacité hôtelière qui est faible, qui ne permet pas d'avoir des packages comme pour d'autres manifestations. Et puis, c'est vrai qu'il y a une demande qui était trop élevée pour être financée par Paléo. Le coût, l'investissement était trop élevé, si bien qu'on a fait un accord avec un partenaire anglais. C'est eux qui commercialisent et qui ont pris le risque financier de mettre en vente ces structures. Elles ont toutes trouvé preneur, donc on part de l'idée que ça correspond à un besoin. Alors, vous avez sûrement vu, Daniel Rossella, ce très joli film qui est sorti récemment, Sapin haut, une bouffée d'air folk de Pierre-André Thiébaut, qui raconte l'aventure de ce Woodstock valaisan, ce festival qui a duré entre 1971 et 1974. C'était le plus gros concurrent de Paléo en terre romande à l'époque. Bon, il n'a pas connu le succès et la durabilité de Paléo. Mais voilà, on voit, en regardant le film, cette époque où on se contentait de monter une scène en bois, puis quelques projecteurs, et puis les artistes venaient jouer pour certains gratuitement. Est-ce que vous êtes un petit peu nostalgique parfois de cette époque-là ? Moi, je suis jamais nostalgique. Je pense qu'il faut toujours voir les choses comme elles sont. Quand on commence à être dans la nostalgie, bien sûr qu'on peut se dire, il y a une époque où on pouvait aller en voiture avec pratiquement pas de contrôle d'alcoolémie, sans ceinture de sécurité, des places de parking en nombre et pas payantes. Enfin bref, bien sûr qu'il y avait un temps où il y a des choses qui étaient plus faciles ou différentes, mais il y avait aussi d'autres inconvénients et il y avait aussi d'autres problèmes. Moi, je ne suis pas du tout nostalgique. C'est vrai que Sapin haut, ça a été une aventure qui était avant notre festival. C'était dans la lignée d'un peu Woodstock, mais en version suisse, c'est-à-dire un peu mieux organisé quand même, et puis moins fou. Il y avait même une garderie. Cela dit, à Woodstock, il y en avait une aussi. Daniel Rossella, restez avec nous, 7h54. Rouven Guessa et Valérie Dron nous ont rejoints en studio. Ils ont lu la presse pour nous. Et un homme domine toutes les unes ce matin et tous les éditoriaux. Ce n'est pas Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers, c'est bien sûr Roger Federer, après son 8e sacre hier sur les gazons de Wimbledon. Oui, historique, éternel, inoxydable, royal, le plus grand, notre 8e merveille du monde. Personne n'a osé notre 8e conseiller fédéral. Le chiffre 8 qui s'impose désormais partout pour le Blick. Les nains de Blanche-Neige sont 8, James Bond des 008. Bref, il y en a partout. Côté roman, les éditoriaux se muent en panégyrique aux références littéraires. Pour Le Matin, par exemple, l'œuvre de Federer est monumentale. Elle est comme La Recherche de Proust ou l'Ulysse de Joyce. Il est le Benjamin Button du tennis, affirme l'Express et l'Impartial. Il rajeunit. Le Temps puise, lui, dans les références footballistiques, paraphrasant Gary Lineker. Il titre son édito et à la fin, c'est Federer qui gagne. Il est le phénix de Bottmingen, s'exclame 24 heures. Il n'y a pas joueur plus intelligent que lui, lit-on dans le Nouvelliste. L'intelligence, tout le monde le relève unanimement, l'intelligence de savoir se reposer quand il en a eu besoin pour revenir encore plus fort. Oui, ça fait beaucoup de superlatifs. Daniel Rossella, vous êtes un amateur de tennis, on vous a vu parfois sur les courts autour des courts de Wimbledon. Voilà, Federer qui redevient numéro 1, est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez ? Ah, mais c'est extraordinaire. D'abord, j'ai suivi quand même beaucoup ces matchs avec beaucoup d'intensité, même une certaine crispe, un certain stress, à vrai dire. Je partageais un peu le stress que lui n'a apparemment pas. C'est la construction d'une légende. Il y a souvent eu dans ces matchs une dramaturgie extraordinaire qu'on aurait de la peine à imaginer dans un film ou dans une pièce de théâtre. Mais là, l'ensemble de sa carrière est aussi une dramaturgie. Avec, je me rappelle quand même qu'il y a 5 ans, il y a un certain nombre de journalistes, par ailleurs, qui avaient dit que c'était le moment qu'il prenne sa retraite.
Et aujourd'hui, quand on voit la construction de sa carrière, c'est la construction de la légende. Ça ne pouvait pas mieux exister. Le fait qu'il y ait eu une pause, qu'il y ait eu une blessure, qu'il soit obligé d'arrêter, et il revient et il gagne. Et ensuite, il renonce à Roland-Garros, il revient et il gagne. C'est magistral comme construction d'une légende. Et puis, il y a aussi, Rouven Guessa, dans la presse, un portrait qui ne vous a pas échappé. C'est dans l'Argauer Zeitung, celui d'Anne-Sophie Mutter, la violoniste du siècle même, décidément, mais on aime les superlatifs aujourd'hui. Oui, aussi une légende, hein, mais dans un tout autre registre. C'est une star, mais elle déteste qu'on le lui dise. Elle se voit comme mère célibataire qui fait de la musique. Aucun artiste ne vise le succès, confie-t-elle. Chacun fait ce que son intimité lui dicte. Anne-Sophie Mutter qui s'engage par ailleurs pour la relève en musique classique par le biais de sa fondation. Il faut essayer de laisser des traces positives dans la société, dit-elle. L'Argauer Zeitung nous fait découvrir la maturité d'une Anne-Sophie Mutter qui a su, à 54 ans, rester les pieds sur terre malgré l'énorme succès de la violoniste qui a débuté en 1977 avec un certain Herbert von Karajan. Il y a des choses plus importantes que la musique, confesse-t-elle toutefois. La musique avant tout c'est une très belle idée mais pas tenable car c'est égocentrique et malsain. Égocentrique et malsain, est-ce que c'est ce que vous diriez justement des grands artistes, Daniel Rossella ? Alors, égocentrique, sûrement. Je pense qu'il y a même une part de névrose chez un certain nombre d'artistes. Il faut quand même, pour monter sur scène, pour se mettre en danger devant une foule, il faut un certain ego. S'il n'y a pas ça, je pense que c'est un petit peu plus difficile. Ceci dit, c'est clair que quand je pense à Anne-Sophie Mutter, c'est une artiste extrêmement talentueuse, une violoniste. Je n'ose pas imaginer le nombre d'heures de travail qu'elle a fait. Et qu'un jour, elle dise il n'y a pas que ça. Oui, mais il faut savoir qu'il y a trois piliers dans un équilibre. La vie sociale, la vie familiale, la vie professionnelle. Dans notre métier, dans le métier de la musique et tout, la vie sociale et la vie professionnelle sont ensemble. On a les mêmes réseaux. Donc, effectivement, des fois, par recherche d'équilibre, surtout s'il n'y a pas de famille, par exemple, ça veut dire que l'équilibre est plus difficile. Quand des gens, leur seule famille, c'est leur entourage professionnel et leur seul cercle social, c'est le métier, tout se mélange. Ce n'est pas un vrai métier, c'est bien plus qu'un métier. Donc, évidemment, la recherche d'équilibre est plus difficile. Et puis, quand on est entouré que de gens qui vous disent que ce que vous faites est formidable, évidemment, au bout d'un moment, on perd un peu la distance critique et la recherche de l'équilibre est peut-être un peu plus difficile. Fatalement. Daniel Rossella, un grand merci d'avoir été notre invité ce matin à la veille du coup d'envoi de la 42e édition de Paléo. On rappelle évidemment le clou de cette édition, c'est la venue des Red Hot Chili Peppers sur la grande scène mardi aux alentours de 23h30, si je ne me trompe pas. Bonne soirée, Merci beaucoup. Bonne journée à vous, mon Dieu.